Cool. Salut Jeff. La nouveauté, c'est l'arrivée notamment de Kenan. C'est un profil qu'on n'avait pas nécessairement. Comment tu expliques un petit peu j'imagine que tu l'as vu ces derniers temps et il t'a tapé dans l'œil. Je pense que, bonjour à tout le monde déjà, je pense que tu as résumé intelligemment la chose. C'est un profil un peu atypique comme joueur, qui sait jouer comme attaquant ou comme milieu offensif côté. Quand on voit son évolution sur la saison dernière et son début de saison avec cette année 6 matchs joués et 6 buts, avec l'année dernière 23 matchs joués et 17 buts, ça fait un total 29 matchs joués et 23 buts qui est assez prolifique. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'était intéressant de le sélectionner. Bonjour Jeff, je suppose que tu as vu le but de Kenan hier, ça c'est aussi quelque chose qu'on pourrait attendre de lui en sélection. Et la deuxième partie de la question, c'est Ivandro Borges est en ce moment en flamme également du côté de l'Héraclès. Est-ce que ça incite à l'optimisme malgré la suspension d'Anel? Alors je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir des joueurs offensifs qui jouent et qui marquent des buts. C'est pour ça qu'ils sont aussi sélectionnés. En ce qui concerne Kenan, je viens de le dire, je viens de développer ses statistiques, ce qui est très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est un joueur qui est issu du championnat de BGL League, où la porte elle est ouverte malgré ce qu'on aurait pu dire ces derniers temps. Par rapport à Ivandro Borges, depuis les 2 derniers matchs en équipe nationale, où il a fait ses 2 entrées, il est retourné à Almeo, où il a fait 3 titularisations. Dans les 2 dernières, sur 90 minutes, où il a marqué 2 buts, ce qui est bien pour la confiance du joueur, sur une position de milieu excentré, où on a aussi d'autres joueurs qui peuvent évoluer, donc il faut trouver les bons compromis par rapport au positionnement sur le terrain. Jeff, l'absence de Mika Pinto, donc il est sans club depuis son départ de Sofia. Quelle est sa situation et son niveau de forme? Est-ce qu'il s'entraîne ici à Mondercoche? Avec Mika, j'ai parlé depuis le dernier stage plusieurs fois, dont notamment le week-end dernier, où on a fait le point ensemble, où au jour d'aujourd'hui, il s'entraîne avec un club de 3e division aux Pays-Bas, dans l'optique de pouvoir signer dans un club aux Pays-Bas, de préférence en première division, peut-être dans un club auquel il a déjà évolué dans le passé. Et dans la discussion, on est tombé d'accord que pour sa situation actuelle, c'est mieux de se concentrer sur la recherche d'un club actuellement. Et la deuxième chose, c'est aussi difficile de sélectionner un joueur qui au jour d'aujourd'hui n'a pas un club, et il en est conscient aussi. Ce qui est bien, c'est que Mika, c'est un joueur qui est très intelligent et qui sait lui-même juger les situations comment il faut. Bonjour Jeff, j'aimerais te demander des nouvelles ou ton ressenti aussi sur Thiago Pereira qui ne joue plus trop n'est plus dans le groupe de l'équipe première à Gladbach, qui est un club qui a en tant que tel aussi en ce moment des difficultés. Comment tu trouves en ce moment? Alors, Thiago, il a été conclu avec son club en début d'année qu'il se retrouvait dans une position de 3e gardien jusqu'au mois de décembre et qu'il ferait des matchs pour avoir beaucoup de temps de jeu
avec l'équipe réserve qui évolue dans le championnat de Regionalliga West, où ils font des bonnes performances, où son entraîneur jusqu'à encore 2 semaines était Eugen Polanski, qui est passé entraîneur de l'équipe professionnelle, où il s'entraîne avec le groupe pro tel que prévu depuis le début de l'année, où il joue, je crois qu'il a fait 9 matchs pleins, ce qui est bien pour son évolution. Donc c'est une situation avec laquelle, à laquelle lui-même en début d'année a adhéré. Donc, il est en phase évolutive dans sa carrière. Jeff, on peine un petit peu à savoir ce qu'il en est avec Vincent Hill et avec sa blessure. Est-ce que toi tu as des précisions parce que là on voit pas beaucoup les choses bouger. Oui, et je vais vous les donner. Alors Vincent, il s'est reblessé au mois de juillet et depuis il cherche à revenir. J'ai eu une discussion avec lui encore il y a à peu près 10 jours et on a trouvé l'accord pour qu'il puisse venir au Luxembourg faire des soins ici, où entre-temps il est de nouveau reparti en Azerbaïdjan dans son club pour guérir sa blessure. Alors tu comprendras que je n'ai pas le droit dans le public de parler de la nature de sa blessure, ce n'est pas mon domaine et je ne peux pas le faire. Blessure musculaire qui on espère arrivera à un terme et qu'il puisse reprendre les entraînements et les matchs, chose qui est, on va dire, qui est toujours en phase de reprise. Mais la compétition, il n'a pas fait de match depuis juin au final. Donc on espère qu'il va revenir. Maintenant, on va attendre. Et donc maintenant, on comprendra peut-être pourquoi il ne participe pas au match avec son club. Peux-tu, Jeff, nous faire, là maintenant une semaine de l'échéance, nous préciser avec quel objectif on rentre dans ce match-là en Allemagne, avec notamment aussi un cadre comme Daniel qui est suspendu, ce qui rend évidemment tout ça plus compliqué, mais quel objectif on se fixe pour cette rencontre? Alors après avoir disputé les 2 premières rencontres à domicile, on va maintenant disputer 2 rencontres à l'extérieur qui changent déjà la physionomie d'elle-même. On va rencontrer dans la première confrontation avec l'Allemagne, pour moi l'adversaire le plus fort du groupe. La physionomie du match, comment elle sera, le match nous dira au final. On va bien se préparer, on a bien analysé l'Allemagne, on connaît leurs forces et ils ont beaucoup de force. Certainement, le travail défensif et la transition aura une grande importance dans ce match et on va s'y préparer avec minutie. Jeff, est-ce que l'un des grands défis de ce match, ce sera de se sortir de ce contre-pressing que l'Allemagne fait particulièrement bien? Je trouve toujours bien que l'analyse tactique que tu fais, elle est pertinente, c'est très bien parce que c'est effectivement la manière de jouer de l'Allemagne. Alors, ils sont capables dans un système qui à la base est un 4-2-3-1 de transformer leur manière d'attaquer et leur manière de défendre. Beaucoup de construction de jeu à 3 ou alors un système directement à 3 qui est un peu la patte de Julian Nagelsmann. Essayer de mettre beaucoup de joueurs dans la dernière ligne pour justement être capable d'attaquer avec beaucoup de joueurs. Et forcément, ça engendre d'avoir beaucoup de joueurs dans une même partie du terrain pour être capable d'exercer ce contre-pressing, pour ne pas laisser respirer l'adversaire
dès leur perte de balle. On a regardé en vidéo et on va en mettre en pratique dans la semaine une autre situation où on pense qu'on peut être capable et on va essayer de la mettre en pratique vendredi, tout en sachant qu'ils exercent ça vraiment avec une très grosse pression et ils arrivent à être très dangereux dans ces situations où si à ce moment-là tu repères la balle, il faudra vraiment s'en méfier et préparer un bon plan de jeu pour essayer de contrer cette qualité qu'effectivement l'Allemagne joue. Ça les expose aussi à des contres dans la dernière ligne, ce que la Slovaquie a arrivé à exploiter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont passés à une défense fixe à 3 dans le prochain match où ils ont affronté l'Irlande du Nord. Dans quelle configuration ils vont considérer le Luxembourg, honnêtement, je ne pourrais pas te dire aujourd'hui.